Salaberry-Sirois. Président, et je suis fière de me lever en Chambre pour un premier discours sur un sujet qui est si crucial pour nous tous, l'équité salariale. Comme c'est la première fois que je me lève pour un discours, je vais en profiter pour remercier les citoyens de Salaberry-Sirois de m'avoir élu. Et je veux me remercier en particulier ceux qui ont travaillé sans relâche pour me faire réélire, pour me permettre d'être à nouveau députée dans ce comté que j'adore. Mes précieux bénévoles, mon équipe évidemment, Jean-Marc, Isabelle, Glenn, Julie, mes amis, ma famille et les deux amours de ma vie, Mathieu et Milan. Les citoyens ont décidé de me confier le mandat de les représenter à la Chambre des communes pour une deuxième fois. Lorsqu'un ou une députée accepte un tel mandat, il sait qu'il est de sa responsabilité de prendre la parole pour tous les citoyens de sa circonscription. C'est une tâche sérieuse, un rôle important, et donner la voix à ceux qui n'en ont pas sera ma priorité. Aujourd'hui, en Chambre, pour parler d'équité salariale, j'aimerais le faire au nom de toutes les femmes de Salaberry-Sirois, et elles sont nombreuses, qui n'ont pas encore accès à l'égalité économique, qui vivent avec de faibles revenus et parfois dans la pauvreté. Toutes les mères monoparentales qui luttent chaque jour pour donner à leurs enfants ce dont ils ont besoin. Aujourd'hui, ce sont des milliers de femmes qui parlent à travers moi. Pour ceux qui disent que l'égalité entre les hommes et les femmes est atteinte, que les choses ont changé, qu'on devrait arrêter d'en parler, malheureusement, vous vous trompez. Je vous demande donc de bien écouter la suite. Voici la situation des femmes dans ma circonscription. Ces données proviennent d'un portrait économique préparé par l'organisme Relais Femmes pour la CRE de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Dans la région, 25 donc des familles, une famille sur 4, sont monoparentales. De ces familles, 75 sont des mères monoparentales. Le revenu d'emploi moyen des femmes est de 32 000 $ par année. Celui des hommes, 46 000 $ par année. Une différence de 14 000 $ simplement parce qu'elles sont des femmes. Simplement parce qu'elles sont des femmes, leur travail vaut moins que la société leur dit. Les femmes de la vallée du Haut-Saint-Laurent gagnent en moyenne 70 % du revenu des hommes. 12 % des femmes vivent dans la pauvreté. En contrepartie, 10 % des hommes. Mais ne vous en faites pas, M. le Président. Je ne vais pas vous assommer plus longtemps avec des statistiques. D'ailleurs, ces chiffres reflètent bien la situation dans l'ensemble du Canada. Alors, pour ceux qui disent que l'égalité entre femmes et hommes est atteinte, vous faites fausse route. On a encore beaucoup de travail à faire. Chaque jour, les organismes de ma circonscription reçoivent des femmes qui sont au bout du rouleau, épuisées. Ce sont ce qu'on appelle des femmes orchestres. Elles cumulent plusieurs emplois à temps partiel pour y arriver, pour s'occuper d'amener leurs enfants à l'école, pour faire du lavage, pour cuisiner, pour soigner leurs enfants, pour prendre soin de leurs parents âgés et elles peinent à joindre les deux bouts, évidemment. Quel soutien ont-elles de notre société? Très peu de la part du gouvernement fédéral, en tout cas. Depuis 1989, le Centre de main de femmes de Salaberry de Valleyfield accompagne des femmes et offre des services pour aider les femmes en difficulté. Jacinthe Dubien, la coordonnatrice, constate que l'appauvrissement des femmes est le résultat d'obstacles systémiques. Elle dit, et je cite, « Le fait de devoir cumuler plusieurs emplois précaires et à temps partiel pénalise les femmes. Si elles quittent leur emploi pour en accepter un autre qui leur offre plus d'heures de travail, mais qu'en fin de compte, elles se retrouvent au chômage, on leur coupe des prestations d'assurance-emploi parce qu'elles avaient plusieurs emplois à temps partiel. Donc, pas assez d'heures accumulées. Mme Dubien remarque aussi que l'inégalité commence très tôt dans la vie des jeunes femmes. Le décrochage scolaire des filles est souvent lié aux responsabilités familiales. Avec moins de scolarité, viennent aussi les emplois peu rémunérés. Avec une première grossesse, la femme doit se retirer temporairement du marché du travail pour s'occuper de son enfant, mais à son retour, son salaire est parfois plus bas qu'auparavant. Ça fait des trous, constate Mme Dubien. Et c'est inacceptable, M. le Président, parce que les femmes font ce travail-là pour pouvoir, justement, donner le meilleur d'eux-mêmes à leurs enfants, donner le meilleur d'eux-mêmes à la future génération, à la future société. Et on leur enlève des sous. On leur dit, parce que vous vous êtes consacré à votre vie familiale, votre travail vaut moins quand vous revenez.
Ça n'a aucun sens. On est en 2016. C'est presque de l'absurdité. C'est absurde, en fait. À compétence égale, pourquoi les femmes gagneraient-elles moins que les hommes? Simplement parce qu'elles sont des femmes? C'est pas un argument, Monsieur le Président. On est encore loin de l'équité salariale. Non seulement on est loin, mais on a reculé. Au Canada, la situation des femmes ne s'améliore pas. Tout simplement parce que le gouvernement fait obstruction à tout changement. Pourtant, le groupe de travail sur la parité avait formulé 113 recommandations en 2004 pour améliorer l'équité salariale. Ça fait 12 ans de ça. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement libéral à l'époque? Il n'a mis aucune recommandation en œuvre. Pire, en 2009, les conservateurs ont adopté la loi sur l'équité dans la rémunération du secteur public avec l'appui des libéraux, ce qui a rendu plus difficile encore l'équité dans la fonction publique. Comment est-ce que ça a rendu ça plus difficile? En portant à 70 % le niveau nécessaire pour considérer qu'une profession est dominée par les femmes, la loi du 50 % plus 1 ici ne s'est jamais appliquée. En faisant de l'équité salariale un enjeu uniquement de convention collective et non un droit, comme le Canada aurait dû l'appliquer en étant un droit quand on a signé un accord, un traité dont je vais parler tout à l'heure, en forçant les femmes à déposer des plaintes individuelles, en imposant une amende de 50 000 $ à tout syndicat qui aide ses membres à déposer des plaintes, et en interdisant même le recours à la Commission canadienne des droits de la personne. Ça, c'est en 2009. Puis on dit qu'on est dans un pays de droit démocratique. On repassera. C'est révoltant, Monsieur le Président, que les femmes en soient encore à ce point-là, alors qu'on est dans un Parlement où les femmes sont encouragées à se présenter pour devenir députées. Et à l'heure où on parle de conciliation travail-famille, où le premier ministre se targue d'être le porte-étendard de la conciliation travail-famille. Ce gouvernement dit que l'égalité entre les hommes et les femmes est importante. Le premier ministre dit justement être fier d'avoir formé un cabinet paritaire. C'est bien. Je salue cette initiative et je suis très heureuse qu'un gouvernement ait enfin compris que les femmes et les hommes au sein du Parlement travaillent de façon égale. Mais pour que la situation change vraiment de fond en comble, en profondeur, il va falloir plus que des femmes ministres, Monsieur le Président. Il va falloir prendre des décisions, poser des actions concrètes. Ce gouvernement est-il prêt à faire ça, à poser toutes ces actions-là? La motion de ma collègue de Nanaimo, Lady Smith, en donne la possibilité. Il est possible au Parlement et au gouvernement d'agir. Vont-ils faire ou choisiront-ils de continuer à faire obstacle à l'égalité des femmes? À la Crue de la Vallée du Haut-Saint-Laurent, on organisait justement hier matin une journée de débat sur l'égalité homme-femme. Constat selon M. Louis-André Lucier, conseiller en égalité, économie sociale et solidarité, et je cite, « De petits gains ont été faits, mais on est encore loin de l'égalité. » Selon M. Lucier, il faut que les employeurs se penchent sur la discrimination systémique dans les salaires. M. Lucier constate que certaines entreprises se sont penchées sur la différence salariale entre des postes occupés, majoritairement par des femmes et ceux majoritairement occupés par des hommes, mais sans consulter les employés. Il serait donc intéressant d'améliorer cet exercice et, pourquoi pas, j'aimerais ajouter, de légiférer pour interdire la discrimination raciale. L'équité salariale n'est pas un luxe, Monsieur le Président, c'est un droit. L'égalité est inscrite dans la Charte canadienne des droits et libertés, mais dans les faits, les femmes ne sont pas encore les égales des hommes. Le Canada se targue pourtant d'être une démocratie, un État de droit, d'avoir des lois pour protéger les droits des femmes, mais le droit le plus fondamental, le droit social et économique des femmes, est bafoué à tous les jours. Le Forum économique mondial classe le Canada au 80e rang en matière d'équité salariale, 80e rang sur 145. On est un des pays les plus développés, les plus riches au monde. C'est une piètre performance pour un pays de l'OCDE. Pourtant, le Canada a signé le Pacte international des Nations unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui dit rémunération égale pour un travail égal. Il a ratifié en 1981 la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
Alors, quand est-ce que ce gouvernement agira-t-il pour que le Canada respecte ses engagements et respecte ses citoyens? Comme le dit Louis-André Lucier de la CRE, il faut maintenant de la volonté politique pour que l'égalité devienne une priorité. Des pistes de solutions? Arrêtez de prendre pour acquis le travail familial et social des femmes. Jacinthe Dubé du Centre de main de femmes croit que le gouvernement devrait légiférer pour soutenir les femmes lorsqu'elles prennent soin des enfants ou lorsqu'elles sont aidantes naturelles. Faciliter leur intégration au marché du travail après un congé de maternité en créant des programmes fédéraux qui répondent à leurs besoins.